Ce que j'essaie de vous dire aussi, c'est qu'en gros, on est dans une société qui civilise ses mœurs, c'est méchant de le dire comme ça, mais à la manière, n'est-ce pas, de la société Findus. Vous savez, là où on a trouvé de la viande de cheval qui était vendue pour la viande de bœuf. Bon. Ça veut dire qu'en gros, on va tout à fait mesurer la trajectoire du produit. On va mesurer les étiquettes déposées sur les boîtes du produit. Mais on ne va pas essayer de savoir ce qu'il y a dans le produit. Eh bien, c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on évalue les chercheurs, les enseignants, les évaluations scolaires. C'est pareil. Prenez les évaluations scolaires, n'est-ce pas ? On sait bien depuis très longtemps, il y a eu des tas de recherches en sciences de l'éducation là-dessus, on sait bien depuis très longtemps, par exemple, que au fur et à mesure du temps, les élèves réussissent mieux les tests scolaires qu'on leur fait passer. Ce qui ne veut pas du tout dire qu'ils ont davantage appris, ça veut tout simplement dire, si vous voulez, qu'ils se sont davantage adaptés par un pattern de comportement, par un habitus au sens de Pierre Bourdieu. Il y a une manière de se comporter, une manière de penser, ils sont de plus en plus adaptés aux questions qu'on leur a posées. Est-ce que vous vous rendez compte ce que cela signifie en termes de pédagogie, de destruction même de la capacité de penser, d'annihilation du désir, de curiosité, si vous voulez, de l'enfant? Est-ce que cela signifie comme absence de confiance dans l'enseignant? Nous sommes dans une société de l'évaluation généralisée. L'ancien président de la République disait, l'ex-président disait que là où il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de performance. Bon, ce qui veut dire que finalement, si on ne mesure pas en permanence ce que font les individus, ils ne sont pas capables de le faire. Comme si on dit, si on ne mesure pas la capacité respiratoire de quelqu'un, il n'est pas capable de respirer. C'est aussi bête que ça. Mais je vous garantis que c'est... Alors, comment... Bon, je vais y venir, mais comment est-ce qu'on en est venu là ? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est cette mode de civilisation des mœurs qui fonctionne ? Alors, je vais essayer de vous montrer que ça obéit aux exigences, justement, du type d'économie dans... n'est-ce pas, au sein de laquelle nous évoluons. Ça va être la deuxième partie de mon propos. Mais sur cette première partie, je voudrais encore un petit peu rester, n'est-ce pas ? En gros, on sait très bien, par exemple, avec les QCM, dans les différentes disciplines, on sait très bien que ce ne sont pas des connaissances qui sont apprises. Ça ne répond pas, si vous voulez, aux besoins. Prenons par exemple la pédagogie freinée. L'idée de la pédagogie freinée, ce qui était formidable, c'est de ne pas dissocier l'acquisition de connaissances des questions existentielles que l'enfant pouvait se poser à un moment donné dans sa vie. Et donc, c'est pas n'importe quand qu'on va lui faire apprendre la physique des fluides, c'est au moment où il va se poser des questions concernant la construction d'un barrage dans une rivière qu'il va faire avec des copains. C'est pas à n'importe quel moment qu'on va lui apprendre la botanique, c'est au moment où il va s'intéresser à la cueillette des champignons, etc. C'est-à-dire qu'en gros, on va se saisir du désir pour pouvoir, à partir de ce désir, répondre par une acquisition des connaissances. Rien à voir avec des protocoles stupides, n'est-ce pas, qui aujourd'hui ont cours dans l'enseignement. Il faut voir aussi que ça a un impact formidable, terrible, sur la formation du citoyen. Comment voulez-vous, c'est pour ça que je vous ai donné toutes ces citations au début, comment voulez-vous former des citoyens avec ce mythe d'un sujet entrepreneur de lui-même qu'on met en concurrence avec les autres et qui doit surtout se vendre en répondant aux attentes d'autrui? On ne forme pas un citoyen, là. Et en plus, il doit se vendre en fonction de ce qui, à un moment donné, a cours sur le marché. C'est-à-dire qu'en gros, il doit se saisir dans sa formation des produits qui peut le plus faire mousser après pour pouvoir se vendre. Souvenons-nous, par exemple, n'est-ce pas, de ce que pouvait être l'éducation d'un jeune Athénien au 5e siècle avant Jésus-Christ, temps de Périclès, n'est-ce pas, où finalement il va pouvoir apprendre l'astronomie, il va pouvoir apprendre la physique, il va pouvoir apprendre la médecine, il va pouvoir apprendre l'architecture, il va pouvoir apprendre le droit, pas du tout pour devenir architecte, médecin, astronome, pas du tout. Pas du tout. Il va apprendre tout ça, pourquoi ? Il va apprendre tout ça pour être un bon citoyen,
et faire valoir au mieux ses qualités au service de la cité. C'est-à-dire qu'en gros, n'est-ce pas, les connaissances qu'il a pu acquérir ne sont pas là pour répondre aux exigences temporaires du milieu, mais pour sa propre formation. Formation intellectuelle, formation morale, formation philosophique, formation civique. Alors, quels sont les individus à Athènes que l'on va former aux techniques spécialisées, aux enseignements spécialisés? Quels sont les individus qui vont apprendre l'astronomie pour devenir astronome, la médecine pour devenir médecin, la poterie pour devenir potier? Ce sont les esclaves. Donc, en gros, vous faites vite, et vous avez quasiment terminé, si j'ose dire, ma conférence, nous sommes aujourd'hui dans une société d'esclaves, c'est-à-dire de servitude volontaire, puisque la différence, n'est-ce pas, avec, si j'ose dire, le monde antique, c'est qu'aujourd'hui, on requiert notre consentement pour la servitude. Et donc, c'est un peu de ça dont je vais vous parler maintenant, toujours encore une fois, pour essayer de vous montrer le lien avec l'imposture, avec la fraude, avec le mensonge. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous parler de clinique, mais sinon, j'en parlerai tout à l'heure dans le débat. Mais, vous voyez, en gros, vouloir former nos jeunes à être les professionnels que l'on attend sur le marché du travail, c'est considérer que le savoir n'a de valeur qu'en tant qu'il peut se vendre, n'a de valeur qu'en tant qu'il peut répondre à une attente. Alors du coup, c'est pas compliqué d'ailleurs. Vous en voyez la conséquence très rapidement aujourd'hui dans la hiérarchie des disciplines enseignées à l'université. Vous en voyez, n'est-ce pas, très vite le reflet par rapport au prestige des écoles, etc. Qu'est-ce qui finalement se vend le mieux? C'est pas les humanités. Donc on considère que les humanités, sciences humaines, sociales, etc., ça n'a pas de valeur, ça. L'art, ça n'a pas de valeur. Le jeu, ça n'a pas de valeur. L'amour, ça n'a pas de valeur. Et on fabrique des monstres, vous savez. Juste peut-être un mot, puis je terminerai peut-être là-dessus. Mais quand vous pensez à quelqu'un comme le philosophe Walter Benjamin, qui parlait justement de l'importance, on va dire, du caractère essentiel de l'inutile. Du caractère essentiel de l'inutile. Que disait Benjamin? Il parlait du geste de l'enfant qui veut attraper la lune comme une balle. Et il disait, le geste n'est pas vain malgré les apparences, parce qu'il nourrit un élan de la main, du cœur et de l'esprit. Et il poursuit, et que serait un enfant qui serait parfaitement adapté à sa tâche? Il dit, serait-il encore un enfant? N'aurait-il pas perdu la naïve joie d'exister? Vous avez là, ce que j'essaie de vous dire depuis tout à l'heure, un peu le modèle anthropologique, n'est-ce pas? Le modèle anthropologique de la manière dont on peut soigner, éduquer, informer justement nos concitoyens. Et donc c'est un peu ce que j'ai essayé de vous montrer, mais je vais passer à autre chose. Ce que j'ai essayé, si vous voulez, de vous montrer aujourd'hui des conséquences de notre manière de penser le lien social sur la base simplement de normes, de critères normatifs, et où il faut essayer de répondre à ces normes, et donc de toutes les façons possibles. Et une des façons les plus économiques de répondre à ces normes, c'est bien évidemment de tricher. Bon,